Une cinquantaine de maisons reconstruites sur 10 000 qui ont brûlé, hein, donc c'est un peu dérisoire. Mais... c'est un nouveau moyen de transport philippin. C'est quoi? Bah là ils ont fait un bateau avec un sac d'ordures, je pense. Ça qui est complètement déconcertant aux Philippines, c'est que... c'est pour ça que je garde le sourire, même si ce que je vois me choque, c'est que les gens ont toujours un sourire jusqu'aux oreilles. Donc quand il pleut, c'est toute une série de petits ponts, de sacs. C'est un vrai parcours du combattant. Fais gaffe là. Des moules. Quand on a vu d'où elles viennent, je suis pas sûre d'en avoir envie. C'est notre déjeuner. Juliette se rend maintenant à Katmon, où l'attendent 72 enfants parrainés par des familles françaises. Les parrainages, c'est une action hyper concrète et très efficace. C'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est le seul moyen pour la famille de s'en sortir. Si le gamin trouve un boulot dans un bureau, dans une administration, toute la vie de la famille va changer. Donc ça, c'est motivant. Before I give the letters, please, don't be disappointed if you don't have the letters. Next time, sa susunod ng beses, you will have letters. So even if you don't receive letters, please write to your sponsors. Ok? C'est pas un peu dur quand même? C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais je sais que les parrains sont très touchés par leur courrier et je sais que parfois ils ont du mal à y répondre, ils sont occupés, ils ont des enfants, ils parrainent 5-6 filleuls dans différents pays du monde. Mais c'est vrai que moi ça me fait mal au cœur quand j'arrive avec 3 ou 4 lettres face à 62 enfants qui meurent d'envie d'avoir une lettre de leur parrain et il n'y en a pas pour tout le monde. Jocelyn Renico. Oh, si Jasmine, oh, meron siyang... Yes! C'est comme les Oscars. Look how envious the others are. On est dans la zone de Katmon et on raccompagne 5 des enfants parrainés par Asnae qui vivent dans cette zone. Donc le karaoké bien sûr, hein, comme partout. Parmi les ordures. Au milieu des ordures. Il n'y a pas de route dans ces zones, donc c'est de la terre. Dès qu'il pleut, ça devient un marécage. Et le principal revenu des gens ici, ce sont les ordures. Il y a quelques années, il y a une montagne d'ordures qui s'est écroulée sur le bidonville. Et beaucoup de gens sont morts, écrasés sous les ordures. Ça a beaucoup choqué à l'époque. Du coup, le gouvernement a fait raser toute cette zone. Et puis bah voilà, quelques années après, on se retrouve à peu près avec la même situation. Elle me dit que sa maison est très sale, qu'elle n'a pas de porte. Elles sont à la fois contentes et gênées. Elles sont contentes que je vienne, elles sont fières qu'il y a des blancs qui viennent à Katmon. En même temps, elles sont très gênées que je vois les conditions dans lesquelles elles vivent. On arrive dans la maison de Mélissa qui nous prévient qu'il n'y a pas d'électricité chez elle. Her house very ugly. It's okay. Elle est séparée de son mari et elle vit ici avec ses 5 enfants. Donc ils sont 6 à vivre ici. Mélissa est en 3e année de collège, donc l'année prochaine elle va finir son collège. Gusto mo punta sa college, di ba? Computer engineer. Ah, et elle veut devenir ingénieure et étudier à l'université. Mas maganda ng job, tapos. Je lui explique que c'est vraiment important qu'elle soutienne sa fille pour continuer ses études parce que ça lui permettra de trouver un bon travail. C'est l'aînée, donc tous les espoirs reposent sur elle. Je suis quelqu'un d'assez sensible et au début j'ai eu beaucoup de mal avec ces conditions de vie là. Je trouvais ça hyper dur à supporter la première fois que j'y étais. Maintenant il faut éviter de le montrer aux gens. On ne peut pas arriver chez eux avec un air désespéré et les larmes aux yeux alors que eux c'est leur cadre de vie tous les jours. C'est un peu dur pour eux, donc eux ont tout le temps le sourire, donc je m'adapte. Pas d'eau, pas d'électricité. Une petite lampe à gaz pour la nuit. Donc Jenaline, elle fait ses devoirs éclairés de ça. Your youngest child? La petite sœur de Jenaline, la petite, 3 ans.
na barilo ng shotgun. Pagkatapos humasunugan, nabaril naman siya. La petite de 3 ans en fait était avec son oncle. Quelqu'un a essayé de tuer son oncle et c'est elle qui a pris la balle. C'était des gens sous l'effet de drogue qui ont décidé que c'était leur territoire, qu'on ne pouvait pas dépasser. Et l'oncle de la petite ne savait pas ça. Donc, elle me demande si je suis fatiguée. Ils sont hyper inquiets pour moi. C'est pas vraiment moi qui fais le travail, c'est les partenaires locaux. Ils font le travail depuis des années, ils sont sur le terrain tous les jours. Moi, quelque part, j'ai une position un petit peu confortable, où je viens visiter le terrain de temps en temps, mais où après, je rentre dans ma jolie maison. Donc, je ne suis pas la personne qui peut baisser les bras. Moi, au contraire, j'ai le devoir de les aider, de leur apporter ce que je peux, ce qu'Asmae peut leur apporter. Ce qui est bien aux Philippines, c'est que les familles accordent vraiment de l'importance à l'éducation. Donc, on voit des familles qui vivent dans ce genre d'endroit et qui sont vraiment pour que leurs enfants aillent à l'école, qui font tout pour ça, et qui économisent, qui se renseignent sur les ONG qui peuvent les aider. Ça, c'est hyper agréable pour nous parce qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Ils sont convaincus d'avance et il y a juste besoin de les aider et ensuite ils soutiennent leurs enfants. C'est un programme qui est vraiment chouette, c'est un programme qui est vraiment concret, donc je suis aussi heureuse quand je vois les gamines d'où elles viennent, les raccompagner chez elles, de voir que leurs parents les soutiennent, de voir qu'elles sont dans les 10 meilleures de leur classe, de voir tout ça. C'est pas comme si j'allais dans un bidonville sans qu'on n'y fasse rien. Moi je vois le résultat à la fin, donc moi j'ai quelque chose de très positif. Aujourd'hui, Juliette est très fière. Elle a trouvé une jeepney pour aller accueillir ses bénévoles à l'aéroport. Les bénévoles se rendent compte de la chance qu'ils ont, la démarche que j'ai dû faire pour négocier ça. Et non, c'est chouette, c'est le transport national aux Philippines. Ça les met tout de suite dans le bain, c'est hyper pratique, on n'a pas à se casser la tête à trouver un taxi. On rentre tous ensemble, alors que d'habitude je suis obligée de les séparer en groupe. Donc je trouve ça génial. Et Dieu bénit notre voyage. Alors par contre là on n'a pas de chauffeur, donc je suis légèrement stressée. Il n'y a pas de siège. J'ai oublié de visser un truc. Ah. Ouais. Je me rappelle quand j'ai débarqué aux Philippines, j'étais bien contente qu'ils viennent me chercher, donc pareil quoi. Je sais que c'est un moment fort et je sais qu'ils arrivent avec plein d'inquiétudes. Je trouve ça normal de les entourer. Les bénévoles, ce que je leur dis surtout, c'est qu'ils ne soient pas trop exigeants. Parce qu'ils ont tendance à ce qu'il y ait un avant et un après leur passage. Ils voudraient voir un changement et c'est pas possible. C'est dur à accepter, hein, mais c'est important d'être humble par rapport à ce qu'on fait. C'est bon. Je les admire aussi pour leur démarche parce que c'est pas évident, ils se sortent complètement de leur quotidien, de leur petite vie facile en France pour venir s'exposer à ici. Et je leur dis aussi de ramener tout ça avec eux en France et d'en parler en France, de motiver les gens, de sensibiliser les gens, de leur faire comprendre qu'on peut changer les choses. Ça fait hyper plaisir aux familles d'avoir des bénévoles chez eux, ça encourage le partenaire, ça a plein d'effets positifs les chantiers. Et je suis sûre que quand ils rentrent chez eux, on leur dit « bon, ça sert à rien ». Et moi je vois que ça sert, donc j'accepte pas ce discours. Je vais rencontrer Dominique. C'est l'un des plus anciens partenaires d'Asmae à Manille. Le fondateur de Virlani, une structure d'accueil pour les enfants des rues. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, en Philippines? 17 ans. C'est quoi ce petit... On dit en philippin matagal. Matagal. Ce qui veut dire? Ça veut dire très très longtemps. Pour que je comprenne sa démarche, son combat et celui d'Asmae, Dominique tient à m'emmener à la prison des enfants et dans un camp de détention en plein cœur de Manille, où les sans-logis, hommes, femmes et enfants, sont parqués après les rafles. Donc ici on est où les enfants restent et puis les familles, les personnes âgées restent pendant la nuit. Et donc là, depuis décembre dernier, on a donc fait cette pièce au fond pour les mères et les bébés. Moi j'ai l'impression quand je suis ici d'être, je ne sais pas, je ne vis pas il y a 2 siècles en France, mais avec les Misérables de Victor Hugo. Quoi. Les soirs sont enfermés et ça a des gros problèmes parce que en fait, la journée on est ici, mais la nuit on ne sait pas ce qui se passe. Quoi. On sait trop bien ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est important de séparer les populations.
pour éviter les abus sexuels des plus âgés sur les plus jeunes, pour éviter les violences, pour éviter aussi les formations de gangs, de syndicats, etc. quoi. Mais ils attendent d'être jugés, les gens ici? Non, pas du tout. Ici, ce sont des gens qui viennent de la rue, qui sont ramassés dans la rue et qui sont là parce qu'ils n'ont pas de lieu dans les rues pour... Et puis bon, et ça fait, je mets ça entre guillemets, hein, et ça fait moche aussi dans le paysage de Mali d'avoir des gens qui traînent dans les rues. On va où là? On va dans la prison, là, on va rentrer maintenant dans la prison. Donc là c'est la prison, donc là par contre c'est des enfants et des adultes qui ont commis des délits. Alors Dominique est une vraie personnalité dans la prison, toutes les portes lui sont ouvertes. Il faut dire que c'est Virlani qui finance la prison, pour faire en sorte que ce soit à peu près vivable en fait. Et le nom d'Asmae est aussi connu parce que au tout début quand la prison a commencé, c'est nous qui financions la réhabilitation de toutes les cellules. Ils font un décompte des jours avant Noël, donc nous sommes à 149 jours de Noël. On peut incarcérer aux Philippines, aujourd'hui les enfants, la loi philippine le permet, l'incarcération d'enfants à partir de 9 ans. Et là aussi il faut se battre pour que ça s'arrête. Et encore, quels enfants sont incarcérés aujourd'hui en prison? Quels enfants? Ce sont des enfants pauvres, ce sont des enfants qui n'ont rien, des enfants de la rue, etc. Donc ce sont des enfants qui n'ont aucun moyen de se défendre. Parce qu'ils peuvent rester là dans les prisons pendant 1 an, 2 ans, sans que personne ne s'en soucie. Là, c'est une cellule d'isolement. Et donc, pour éviter les violences en prison, j'ai dit, au lieu de les battre, etc., dans la prison, quand il y en a qui sont violents, des enfants violents, qui ont des problèmes, vous les mettez dans une cellule d'isolement. Ça évite la violence. C'est immonde quand même, la cellule d'isolement. Oui, mais c'était mieux que avant, c'était tabassage régulier, etc. Oui, mais là, ils sont plusieurs. C'est pas une cellule d'isolement. Ils sont 3-4 dans la cellule d'isolement, donc ils doivent se tabasser, se violer. Non, c'était les guerres qui tabassaient surtout. Ouais. Pour les bénévoles, c'était super dur parce qu'ils travaillaient dans la prison tous les jours. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'était vraiment, vraiment lugubre. Enfin, déjà là, c'est lugubre quand même. Imagine sans sanitaire maintenant. Je suis partie chercher une des gamines. Il est dans le bureau. Il est où, Dominique là? Il essaye de faire sortir 2 enfants pour les emmener à Virlani. C'est bon, il a pu la faire sortir. C'est horrible, tous les gamins veulent partir avec Virlani et Dominique les emmène au compte-gouttes quoi. Ils demandent où ils vont là. Hein. Tu leur as dit? Ouais. Et leur maman, ils ont... La mère est en prison. Elles ont quel âge? Ils ont le canard. À Nîmes, 6 ans. Et l'autre? Icao, Tatlo, Apat. 4 ans, 6 ans et 4 ans. Elle a été brûlée, la petite de 6 ans? On est arrêtito, bakitito, mais en problématique. Joy from Padre Faura. Yes, you know her. Ah, de l'amour. She arrived in Iraq last Elle a été fait battre par sa mère, par sa grand-mère. Ces 2 gamines sortent tout droit de l'enfer. Elles vont être prises en charge à Virlani, au sein d'une petite maison qui recrée le cocon familial. Elles seront soignées, nourries, aimées. La question que je pose, c'est une question politique, mais jusqu'où le gouvernement philippin, les autorités locales, ont envie de régler les problèmes des enfants des rues? Je ne suis pas sûr que c'est leur priorité aujourd'hui. Je ne suis pas sûr du tout. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants des rues que dans les années 80 et ça a beaucoup moins d'impact médiatique. Plus personne ne parle des enfants des rues de Manille, c'est dépassé, on en a beaucoup parlé. Voilà. Or, la situation est quand même assez alarmante. Enfin, 1,5 million d'enfants qui vivent dans la rue, c'est quand même énorme. Yeah, welcome to Kandungan. Les vrais enfants des rues ne vont pas dans les centres. Où ils ont une famille et il est hors de question de les en séparer, ou ils sont dans une situation de marginalité où ils ne peuvent pas s'adapter à la vie d'un centre. Donc je pense qu'il y a toute une population d'enfants des rues qu'il faut qu'on aide dans la rue parce qu'on ne pourra pas les aider dans le cadre de centres. Kandungan est une des seules ONG à Manille qui aussi travaille dans la rue. Donc j'accompagne régulièrement Wilmar, qui est l'éducateur de rue, pour voir un petit peu ce qu'il a envie de faire dans la rue, comment il travaille, et ce que nous, Asmae, on pourrait lui apporter. Donc les enfants le connaissent déjà et viennent spontanément vers lui tout de suite. Les enfants qui sont dans la rue, les adolescents surtout, se droguent beaucoup.
ils respirent une colle et on voit dans leurs yeux qu'ils sont complètement ailleurs. On voit vraiment l'effet de la drogue. La drogue anesthésie la sensation de faim et puis la drogue leur permet de rêver à un autre quotidien. Ils sont originaires de Mindanao, il y a une guerre civile à Mindanao, donc beaucoup d'immigrants qui débarquent à Manille, qui n'ont pas de famille et qui donc habitent dans la rue. Ils essayent de prendre les regards des Philippins quand ils passent, le regard de mépris vis-à-vis des enfants. Moi, ils me regardent avec des yeux exorbités, parce qu'une étrangère qui est avec les enfants des rues, ils n'en reviennent pas quoi. Pour eux. Comment peut-on s'occuper des enfants des rues? C'est des brigands, ils sont sales, ils sont dangereux, beaucoup d'a priori contre eux. J'ai déjà rencontré cette petite fille. Anon. Do you remember your name? Ah, elle se rappelle mon nom. Anon, pas allemand. Rosemary. How old are you? Ilang taan? 4 ans. Son frère. This is their mother. Nice to meet you. La maman des deux petits. Il essaye de rencontrer les parents, de discuter avec eux et de vérifier que les enfants ne sont pas dans une situation de danger. Si les enfants sont vraiment dans une situation de danger, il va les ramener au centre. Les Philippines sont le 4e pays pour la prostitution enfantine. 80% des gens qui viennent aux Philippines viennent pour des raisons sexuelles. C'est un des principaux dangers qui touche les enfants des rues. Ça, le gouvernement refuse de se l'admettre. L'Église est très forte aux Philippines et il y a un certain nombre de tabous. Le planning familial, la prostitution, enfin de choses qui sont vraiment d'actualité aux Philippines, mais qui ne sont pas du tout prises en compte par le gouvernement, par l'Église. Enfin vraiment une hypocrisie à ce niveau-là totale. On trouve qu'ils ne sont pas encore très clairs sur ce qu'ils ont envie de faire dans la rue. Leur programme n'est pas encore très structuré. On ne va pas se précipiter à envoyer de l'argent ou à payer un salaire si on sent que le programme est fragile. Et là, le programme est fragile. Les besoins sont là, mais le programme est fragile. Je pense qu'il veut faire trop de choses. On ne peut pas à la fois apporter des soins médicaux, apporter de la nourriture, faire de l'éducation, faire du catéchisme, faire de la prévention. Enfin, il faut choisir, il faut être cohérent. Donc j'ai vraiment envie d'apporter à Kanungan une aide méthodologique. Et puis petit à petit, essayer de voir avec eux comment on peut structurer ce programme pour vraiment avoir quelque chose de cohérent avec les enfants dans la rue. Là, il pleut très très fort. Là, il pleut très très fort et donc on est un peu en stand-by avec Kanungan sur les activités. Il y a normalement des activités tous les jours et là je réalise que quand il pleut, l'éducateur de rue ne sait absolument pas quoi faire. Il propose qu'on attende que la pluie s'arrête. Le problème c'est que la pluie peut durer 2 ou 3 heures. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure stratégie d'attendre. Ça fait un peu mal au cœur là. Parce que notre éducateur de rue se transforme en médecin, ce qui n'est pas. Évidemment, les familles vivant dans la rue, les enfants ont plein de problèmes de santé, mais quand on n'est pas médecin, on ne peut pas donner des soins. Une différence d'Asmaé, c'est qu'on connaît bien les ONG, donc là je sais qu'il y a MSF notamment pour cette chose, Médecins sans frontières, qui fait ce genre d'intervention la nuit. Je vais en parler à Wilmar. Il vaut mieux qu'il réfère les cas à une ONG avec des médecins plutôt qu'il réponde lui-même alors qu'il n'en a pas les compétences. C'est la première fois, depuis que je suis à Manille, que je vois Juliette perdre son sourire, être triste et le montrer. Le lendemain, nous apprendrons que Médecins sans frontières, seule ONG d'urgence présente à Manille, stoppe ses interventions dans la ville. Cela dit, voilà, en dehors de Manille, où vous avez ces situations extrêmes, très visibles, très fortes, enfin très choquantes, il y a aussi tout le problème de la pauvreté rurale qui est le principal problème aux Philippines. C'est vraiment notre objectif maintenant de aussi travailler avec les enfants et les familles qui se trouvent dans des zones oubliées, des zones en zone rurale, difficiles d'accès, où il y a peu d'ONG, où il y a moins de savoir-faire, où il y a moins de ressources,
et où le gouvernement a moins de services. Parfois les familles ont tellement de problèmes qu'elles ont baissé les bras et elles veulent plus se battre. Et je les comprends. Et c'est vrai que ce programme où on forme des gens de la zone à aller visiter les familles régulièrement, à voir avec les familles quels sont leurs problèmes et essayer de voir avec elles les problèmes qui ont des solutions, les choses sur lesquelles elles peuvent influer, ça recrée chez la famille toute une dynamique où les gens se reprennent en main en fait et où les gens commencent à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est vraiment une situation féodale, c'est vraiment le propriétaire terrien sur ses terres qui les paye de façon dérisoire à la journée, qui les emploie de façon saisonnière, qui leur donne du riz quand ils n'ont pas de travail, mais c'est déduit de leur salaire après, et puis qui nous invite, nous, à manger l'équivalent d'un salaire mensuel en un repas. C'est négros, quoi. C'est vraiment une micro-société, c'est très spécifique comme contexte. C'est vraiment l'Amérique latine avant les révolutions féodales. J'ai vu des familles évoluer, des familles prendre conscience de leurs problèmes, en régler certains, des familles qui n'envoyaient pas leurs gamins à l'école et qui l'envoient maintenant, qu'on fait vacciner leurs enfants, enfin des choses qui bougent quand même, à un tout petit niveau. Mais